Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 7 janvier 2025. Alors aujourd'hui, le principal fait du jour en bourse, c'était les annonces des chiffres macro sur les États-Unis, notamment les chiffres PMI et Jolts sur les offres d'emploi. Et on va voir qu'il y a deux façons un peu d'interpréter toujours ces chiffres qui sont revenus plutôt bons pour l'économie. Donc ce serait plutôt le côté favorable et négatif avec toujours la politique monétaire en toile de fond. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Donc le graphe qu'on a ici, c'est les PMI, donc un indice qui permet de mesurer la contraction ou l'expansion du secteur économique au-delà de 50 ou en dessous de 50. En l'occurrence pour le manufacturier. Donc ici, on a les chiffres sur l'ISM. L'ISM, c'est avec moins de données que les chiffres un peu globaux qu'on a. Donc, potentiellement, ça peut être un peu plus important ou un peu moins important, c'est-à-dire un peu plus volatile et un peu moins précis que les chiffres qu'on va avoir dans quelques jours finaux sur les PMI aux États-Unis non manufacturiers. Cela, c'est donc les PMI ISM et on voit qu'on a quand même des bonnes nouvelles parce que les chiffres sont revenus à 54,1. Donc on le voit ici sur le graphe, proche des 55. Et surtout, on voit la tendance qui est toujours plutôt forte, notamment depuis l'été 2024. On revient assez fort avec des chiffres toujours au-dessus des 50, à part ici, peu avant la rentrée. On est quand même sur des données intéressantes et sur une dynamique toujours forte sur le non manufacturier. Donc les services aux États-Unis, notamment grâce à la tech, entre autres. Donc forcément, c'est des chiffres plutôt intéressants, plutôt bons, qui sont aussi à voir avec le rapport Jolts. Donc c'est sur les offres d'emploi aux États-Unis. Là aussi, qu'est-ce qu'on voit? On voit un début d'inflexion, c'est-à-dire que les offres d'emploi qui étaient on le voit, 12 millions en 2022, 10 millions en 2023, 8 à 9 millions en 2024. On a eu un point bas, et là on est en train de revenir, et on dépasse enfin les 8 millions. Et là aussi on voit peut-être une dynamique qui s'inverse, parce que ça fait 2-3 mois qu'on revient au-dessus. On n'était pas arrivé à ces niveaux-là depuis quasiment 6 mois. Donc, des chiffres sur le secteur non manufacturier qui sont bons, des chiffres de l'emploi aussi aux États-Unis qui sont bons. A priori, ce serait une bonne chose. Les marchés devraient plutôt l'acheter. Le point négatif, c'est que forcément, on a toujours en point de mire la Fed avec Jérôme Powell qui devrait se servir de ces chiffres pour différer la baisse des taux et donc baisser un peu le loyer de l'argent, c'est-à-dire les taux d'intérêt de refinancement des banques et des entreprises. Donc, ça veut dire que ça la bourse n'aime pas trop parce qu'elle aime bien avoir de l'argent pas cher pour pouvoir se refinancer, faire des prêts et investir. Mais finalement, qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère avoir une économie plutôt forte, donc avoir des taux relativement élevés, mais une économie qui marche bien, ou une économie au tapis, comme en Europe, où finalement la BCE était obligée de descendre les taux pour essayer de relancer l'économie, mais les chiffres sont mauvais. Finalement, c'est peut-être une bonne chose ce qu'on a aujourd'hui, à la fois sur les chiffres PMI non manufacturiers et sur le rapport Jolts, c'est-à-dire que les États-Unis sont toujours leaders, toujours, pas en surchauffe, mais toujours très résilients, avec un marché de l'emploi très fort. Il ne faudra pas attendre de baisse des taux avant probablement cet été. Mais c'est pas grave, ça veut dire que finalement l'économie américaine est toujours leader et on va le voir aussi sur l'euro-dollar, élection de Donald Trump ici début novembre, et le niveau qu'on espérait au début de l'année, on s'était dit les 1,04. Début de l'année, on est où? On est là. Donc on espère revenir sur les 1,04, on a travaillé beaucoup les 1,07, et finalement c'est l'élection de Donald Trump qui a redonné beaucoup de force au dollar. Et les 1,04 ils sont touchés et ils sont même défoncés et on continue de baisser. Là c'est le graphe euro-dollar, donc le dollar de plus en plus fort, c'est-à-dire que l'euro est de plus en plus faible face au dollar, et on a la parité qui est ici sur le point blanc qu'on a connu ici notamment en novembre 2022.
et qu'on pourrait peut-être revoir si le dollar revient et continue comme ça. Alors la bonne nouvelle, c'est pourquoi pour les sociétés normalement exportatrices, hein, donc les françaises, les européennes, qui exportent beaucoup, notamment aux États-Unis, parce qu'avec un dollar fort, ça leur permet d'acheter beaucoup, d'acheter plus, et donc de faire rentrer des devises. L'inverse est aussi vrai, notamment pour l'importation. Ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle, mais on peut pas avoir les deux, hein, forcément. On va voir les grosses variations du jour. On avait quoi d'autre comme chiffre? On avait le chômage, sinon en Europe, qui est revenu à 6,3 comme attendu. L'IPC en Europe à 2,4. Donc là aussi, on est juste au-dessus des deux et de l'objectif, mais on est plutôt bas. Et oui, les chiffres PMI construction qui sont revenus très moyens en Europe. On attendait peut-être un peu mieux. Alors en Italie, on est pas mal. On voit un certain rebond en Italie, comme on a connu un peu depuis cet été, alors surtout porté par SAP en Allemagne, mais en Espagne, pardon. Ouais, SAP, c'est en Allemagne. Surtout porté par... qu'est-ce que je voulais dire bah oui, l'Espagne qui avait bien fonctionné depuis cet été. Et là, on retrouve l'Italie qui donne des bonnes données économiques par rapport à ses voisins européens, et notamment sur les PMI construction qui reviennent plutôt bien. Alors par contre, en Allemagne, en Allemagne, c'est catastrophique. On est même sous les 40. En France, on est autour des 43. C'est pas terrible. Il y a juste la Grande-Bretagne qui est plutôt correcte, hein, sur les 50. Alors, secteur de la construction, toujours un peu au point mort. Mais on attend toujours un peu le retournement qui arrivera peut-être d'abord, hein, sur la Chine, voire les États-Unis, avant de le voir en Europe. Et ce qu'on a vu avec notamment les chiffres, hein, sur les États-Unis, les PMI, oui, et la force du dollar, ça nous montre surtout que bah, c'est là qu'il faut attendre le retournement, hein, avant l'Europe qui a toujours du mal. On va voir notamment les marchés français avec le CAC qui prend 0,5 et qui revient encore sur son ancienne zone de gap, hein. Ici, c'était les 7506 qu'on a comblé assez rapidement avec le 6 novembre, juste après l'élection de Trump. Mais depuis, on est toujours en dessous. On est revenu dessus le 9 décembre et là, on est encore en dessous. Mais finalement, on est vraiment très neutre, hein, depuis. On n'arrive pas encore à passer cette zone-là. Alors, il y a toujours les déclarations un peu de Trump avec un jour son équipe qui dit qu'on va pas trop taxer les importations, et puis après Donald Trump il dit que c'est n'importe quoi, mais on a l'habitude avec lui, hein, c'est toujours un peu, il dit l'inverse, il dit quelque chose, l'important c'est d'occuper le terrain. La réalité c'est qu'il sera obligé quand même de gouverner avec une équipe, avec un gouvernement qui pourra pas faire totalement ce qu'il veut, et il est pas complètement bête non plus. Il sait qu'une part du commerce, hein, est favorable à la fois pour les États-Unis, mais pour tous les marchés. Donc les droits de douane, ils seront certainement revus quand même un peu à la baisse. On va regarder les grosses variations du CAC, et puis quelques grosses valeurs aussi intéressantes qui ont bien fonctionné aujourd'hui. Alors le CAC. Pas été une journée marquante sur le CAC. On a STM qui continue, qui est peut-être en train de sortir et de confirmer. Ça manque un peu de volume parce qu'on est dans des volumes quand même toujours plutôt normaux, hein. Alors ils ont profité un peu du rebond et Nvidia baisse un peu, peut-être dû notamment sur les annonces de Trump, on verra. Moi, je suis toujours pas hyper favorable. Maintenant, si on croit en cette valeur, oui, on a un petit signal aujourd'hui, hein, pour éventuellement se placer et jouer le rebond. Moi, c'est pas quelque chose que je jouerais sur ST Microélectronique. J'attendrai quand même d'avoir beaucoup plus de meilleurs chiffres et puis un redémarrage complet du secteur semi, ce qui est pas forcément le cas. Le luxe qui va plutôt bien avec LVMH. Hermès aussi, hein, LVMH première pondération du CAC, mais on le voit, le rebond manque aussi un peu de force, manque un peu de volume. Pour moi, c'est que technique encore à ce niveau-là. On n'est pas dans des envolées. Ça me semble un peu tôt.
Edenred, alors là aussi, c'est pas marquant parce qu'on est dans cette grosse ellipse qui me semble pour moi intéressante à acheter long terme. On en avait parlé, Edenred. Alors il y a une valeur hein, du secteur des aides aux salariés qui s'est fait un peu défoncer aujourd'hui. Edenred aussi, elle perd 2,6. Mais pour le long terme, oui, ça vend plus hein, sur Edenred. Donc, si on veut acheter, c'est maintenant, c'est en janvier, peut-être avant février. Euh, mais le support ici des 28, je pense pas qu'il soit cassé. Donc, on peut vraiment l'avoir en zone test et puis éventuellement partir après. Mais on est quand même plutôt intéressé sur Edenred. Donc, c'est pour ça que je disais, c'est pas très marquant les grosses variations. On va plutôt voir des valeurs qui me semblent intéressantes éventuellement à acheter. Alors moi je suis rentré aujourd'hui sur Vinci. J'en avais parlé notamment hein, dans une vidéo focus sur Vinci. On avait un peu vu tous les fondamentaux, notamment de la valeur, sa visibilité, ses perspectives, et puis le niveau technique aussi, avec notamment la dissolution, hein, les retours ici sur 98-100 qui étaient plutôt rachetés, et puis là dernièrement les mèches basses et les rachats sur 98, la mèche basse d'hier, et aujourd'hui la confirmation hein, qu'on rebondit une nouvelle fois sur les 98, c'est cette zone-là, c'est le plus bas, juste après la dissolution, on l'avait un peu enfoncé, on était revenu ici au 5 août, le fameux 5 août, hein, avec le carry trade notamment, le rebond, on y revient hein, en octobre, novembre, décembre, à chaque fois c'est racheté, puis là on a une belle petite dynamique, et puis on casse bien hein, la moyenne à 20, puis la moyenne à 50, en jaune, c'était pas arrivé depuis le 18 octobre. Et puis cette oblique aussi court terme qu'on vient de casser en blanc sur les plus hauts. Donc moi je suis rentré sur Vinci, c'est une valeur que j'apprécie, que je trouve trop décotée et qui devrait peut-être enfin démarrer. Là aussi, pas tellement de vendeurs hein, sous les 98, donc investir sur ces niveaux-là, c'est plutôt intéressant, même si on n'a pas encore de gros momentum sur la valeur. Ça viendra peut-être. La deuxième valeur que j'aime bien, c'est Air Liquide. Valeur plutôt défensive de fonds de portefeuille. Là aussi, la visibilité est bonne. Elle a de bonnes perspectives aussi aux États-Unis. Avec, on l'a vu, un dollar très fort. Donc, ça va leur permettre certainement de faire pas mal de ventes. Et sur Air Liquide, qui a fait un double échec ici sur les 176, après son gap entre les 153 et 159, elle est revenue. Elle est revenue sur la zone de gap ici. C'est celle-là, hein, 153,85. On l'a comblé ici le 20 décembre et on l'a retravaillé et on rebondit dessus. Et surtout, le petit gap baissier qui avait été créé ici le 18 décembre, il n'existe plus. Donc, on comble le vieux gap du début d'année, 20 février. On comble le gap baissier très court terme ici. Ça, hop, ça n'existe plus. Et on se remet dans des dispositions pour essayer d'aller revenir au-dessus des 159 et puis et casser surtout cette oblique. Donc pour moi, potentiellement, hein, ça s'achète aussi Air Liquide. Plutôt très positif. Après, les plus prudents, on attendra quoi le retour, probablement ici, entre les 160 et les 162 dans quelques jours, pour confirmer qu'Air Liquide est bien embarqué, mais à moyen long terme, c'est quand même une très belle valeur qui a peu de chances de sous-performer. On en a parlé souvent, hein, donc retrouver Air Liquide ici après quasiment un an où elle a rien fait, parce qu'en février, on était là. Il y a eu évidemment le versement de dividendes qui apparaît pas sur les cours. On peut le mettre. Hop, ça fait ça hein, sans le dividende. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Une autre valeur, alors pas mal de valeurs santé, on l'avait dit, hein, il y aurait certainement des belles valeurs santé à jouer et à acheter. Donc on avait parlé déjà de Biomérieux, ils confirment, hein, ils prennent plus 1,7 aujourd'hui, certainement parti aussi pour dépasser les 110, mais c'est pas celle-là que je voulais voir, moi c'était plutôt Moderna. On le sait, des problèmes de grippe aviaire qui reviennent, hein, c'est un peu un marronnier, c'est avec la saison à chaque fois grippe aviaire et également pas seulement sur les animaux, aussi pour l'homme. On a le virus H5N1 qui est transmissible et qui peut créer des grippes et des cas mortels. Donc on a à la fois pas mal de valeurs santé comme ça, vaccins ou tests,
qui peuvent monter et qui peuvent profiter de la grippe aviaire. Moderna en fait partie, prennent 11% aujourd'hui, notamment porté par ces cas de grippe aviaire, donc sans compter toujours le catalogue important, notamment sur les thérapies anti-cancer. Et ce qu'on a noté sur Moderna, c'est probablement la fin de la baisse. Enfin, je dirais, parce que l'année 2024, ça a été catastrophique. Moi, c'était ma pire ligne en 2024. Je suis resté, j'ai renforcé, et on voit ce rachat sur les 36. C'est ici, avant qu'elle explose, juste après le Covid-19. Et surtout, les volumes. Les volumes sur les plus bas, et un deuxième pic de volume, ici, le 20 décembre aussi. Et on voit que la tendance... elle est clairement à la hausse sur Moderna. Alors forcément, on va pas revenir tout droit comme les techs, mais on va certainement construire et peut-être avoir une belle année 2025, puisque la valorisation a tellement fondu, on est revenu là, sur des niveaux de 2020, alors qu'elle a énormément progressé sur les technologies ARN notamment. Et son catalogue aussi a explosé, beaucoup de thérapies, beaucoup de phase 1, phase 2, phase 3. Donc pour moi, Moderna, c'est vraiment super intéressant de se placer et de jouer le moyen long terme ici. On a aussi quelques valeurs en rapport avec toujours la santé et les épidémies. On pense à la variole du singe qui peut être intéressante. Il y a des cas, notamment en France, qui sont arrivés. C'est Bavarian Nordique. Donc sur Bavarian, là aussi, ce qu'on joue, c'est la grosse explosion assez rapide. On a parlé avec les membres notamment. On voit que c'est pas encore parti, mais sur une news, sur une alerte, sur quelque chose de l'OMS, ça peut partir en très 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 fort. Donc alors là, Ecot où hop, hop. C'est au Danemark, mais on peut l'avoir évidemment ailleurs ou avec du levier. Donc le but, c'est d'avoir ce genre de phénomène pendant quelques jours, une grosse explosion, et puis monter les stops ou prendre ses bénéfices quand on commence à se stabiliser un peu haut. Donc spéculative, mais ça peut marcher. On avait parlé aussi de Novacite, là aussi c'est un peu une valeur moins spéculative, mais qui peut faire quelque chose. Alors on le voit, mèche haute aujourd'hui, mais on est allé un peu plus haut, on casse les 0,7. Enfin, les 0,71, on est à 0,73. Les volumes surtout, aujourd'hui, un beau pic de volume, 3,2 millions. Alors, c'est moins d'un euro, donc forcément, c'est pas énorme, mais ça peut nous mener peut-être ici vers les 8-10 millions, et puis l'explosion qui nous ramène vers les 1,2, 1,3, 1,5. Quand on cote à 0,7, le calcul est vite fait, on peut faire du x2 sur Novacite aussi. Et quand on a cette alerte ici sur les volumes et puis les prix qui essayent de monter, ça peut casser aussi fortement, ça peut être intéressant. Et est-ce qu'il y a une dernière valeur que je voulais voir? Il y a eu des prises de bénéfices sur Vision Group, court terme. Moyen terme, ça reste haussier. Mais à court terme, on va peut-être avoir un début de consolidation. Donc, selon votre profil, vous savez quoi faire. Et au niveau des valeurs abonnées, je crois qu'il n'y avait pas grand-chose. Oui, il y en a deux. Adobe. Adobe, c'est pas bon. Pourquoi? Alors, on avait dit que ça pouvait se jouer ici, sur les 440. C'était l'ancienne zone de gap de l'été 2023. On y est revenu en mai 2024, et là, on y revient. Donc là, c'est intéressant de jouer Adobe. Si on tient, on va zoomer. Il est tenu jusqu'ici, jusqu'au 3 janvier. On le voit, c'est le chandelier, il finit en dessous, mais on est sur les 440. Le lendemain, on finit au-dessus. On tient, on est en train de jouer le support. Et puis là, on fait un petit gap baissier. On peut le noter, il n'est pas énorme, mais il existe. Et derrière, on est sous les 440 et on n'arrive même plus à toucher les 440 qui étaient notre support. Donc là, déjà, le 3 janvier, c'est pas terrible. Et puis derrière, on a la confirmation le lendemain. Donc à partir de là, c'est extrêmement compliqué. On peut toujours avoir des retours, mais statistiquement, ce qui va se passer sur ce genre de choses, quand on casse les supports, on va chercher un support un peu plus loin, à savoir peut-être ici les 402 ou les 376. Donc sur Adobe, malheureusement,
On a toujours ce problème d'intelligence artificielle qui pourtant a été implémenté hein, aux solutions logicielles d'Adobe. Mais les investisseurs ont toujours peur de la concurrence, qui prennent des parts de marché et ils n'ont plus trop confiance pour l'instant en Adobe. On verra les chiffres, hein, les chiffres de fin d'année, quatrième trimestre 2024 vont être importants. Et ça va vraiment un peu dimensionner le début et même l'année 2025 pour beaucoup de valeurs. Et sur Adobe justement pour voir est-ce qu'elle a réussi à prendre ce virage IA ou pas. Et pour l'instant la bourse dit non. Alors des fois elle peut se tromper ou elle peut avoir du retard, mais on va éviter de jouer contre le marché, parce que le marché nous dit clairement pour le moment qu'il n'en veut pas. Hein. Gap baissier, ça fait que descendre, donc non. Et Applied Materials, c'est plutôt neutre. On le voit ici à court ou moyen terme, une phase de consolidation puis de dégradation. Et puis on a un support plutôt intéressant ici entre les 150 et les 160 qui pour l'instant tient. Mais on le voit, la figure est assez grande, donc c'est compliqué d'avoir un avis. Je pense qu'il faudra avoir plus de chandeliers pour voir si éventuellement, oui, le support ici tient. Ce qui serait pas impossible qu'on y retourne une deuxième fois et qu'on reparte. Avec la moyenne à 200 cassée, là, ce serait très favorable. Mais si on casse ces niveaux-là, on est toujours sous l'oblique, là. Donc, pour l'instant, tant qu'on fait ça, on peut aller vers le bas. Ça demande un peu plus de temps. C'est assez neutre à ce stade sur Applied Materials. Voilà. J'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les questions. Et voilà, j'y répondrai. Bon trade, à plus!